Dans quelques instants, vous allez découvrir l'interview de Henri Hiroltz, un des membres de la SAFGA et aussi fabricant de son propre télescope, l'un des derniers télescopes artisanaux encore en l'état en France. Et nous l'avons interviewé à l'occasion du Jour de la Nuit à Villers en 2013, le 12 octobre précisément, sur notre stand lors du Jour de la Nuit. Et nous vous laissons donc découvrir à présent ce qu'il a à dire, notamment aux jeunes générations d'astronomes amateurs, et partager un instant sa passion pour les étoiles. Bonne écoute. Précisons que les conditions d'enregistrement de cette interview ont été un peu rock'n'roll vu qu'elles ont eu lieu sur notre stand dans tout le tintamarre de l'agitation ambiante, mais néanmoins les propos de M. Hiroltz sont, nous le pensons, intéressants à écouter. Alors bonne écoute. Alors donc nous sommes ici à Villers à l'occasion du Jour de la Nuit 2013 avec Monsieur Henri Hiroltz. C'est bien, je prononce bien votre nom? Oui, Hiroltz, c'est ici bois. Oui. Je m'appelais à l'époque, quand je me montre le 5 mai 1943, Hiroltz Heinrich Joseph. C'était la période, c'était inscrit sur le livret des parents. Oui. Donc le 5 mai 43, c'était la pleine période de l'occupation. Oui. Donc je suis né au monde sous le régime nazi. À la libération, j'avais 1 an et demi, mais je m'en rappelle pas. Je pense que Laurent se rappelle de la libération. Oh oui. Laurent? Oui, c'est Monsieur Laurent Schoen. Qui est en train de nous filmer là? Oh, il est en train de penser à la libération. Il était plus âgé, il s'en rappelle mieux. D'accord. Et alors, est-ce que c'est cette envie de liberté qui vous a donné l'envie aussi de vous intéresser à l'astronomie? En fait, l'astronomie, j'ai commencé, j'étais dès l'âge de 6 ans, sans me rendre compte, j'avais un fait pour le mouvement des horloges. Des horloges? Des horloges. J'avais 6 ans, j'ai failli avoir la passion des horloges et je m'intéressais à la projection des ombres sur la Terre. C'est un peu le principe du mouvement des cadrans solaires que j'ai appris par après. Et à l'âge de 11 ans, vraiment, une discussion avec mon frère, qui n'était pas astronome du tout, puisque lui, il était passionné des armes, il avait fait sa carrière à l'armée, et il m'avait dit, en employant des cerises en 1954, j'avais 11 ans, mon frère avait déjà 19 ans, il avait dit, sur la Lune, il y a des cratères. Oui. Et la curiosité m'a poussé de les voir. Et j'ai invité à l'époque dans une série. Le comique disposait d'une paire de jumelles allemandes de la Deuxième Guerre mondiale qui grossissait 6 fois. Et en observant la Lune, au moment où elle était au premier quartier surtout, on observait déjà les plus gros cratères. Et sans le vouloir, j'ai découvert une nappe de gaz. À l'époque, je ne savais pas, mais c'était la nébuleuse d'Orion. J'ai découvert après le monde. Oui, bien sûr. C'est une redécouverte, mais à chacun, c'est votre découverte de la nébuleuse d'Orion. C'est une découverte personnelle, oui. Je voyais, j'étais intrigué par cette constellation d'hiver qui avait disons que la partie centrale ressemblait un peu à un cerf-volant. C'était en fait le baudrier d'Orion. Et en promenant les jumelles vers la queue du cerf-volant, l'étoile du milieu, effectivement, était bruneuse et elle représentait la nébuleuse d'Orion. Et alors, comment vous est venue l'idée de construire vous-même votre télescope? Bien sûr, par après, les années ont passé, 1956 est arrivé, j'étais encore jeune, j'avais 13 ans, et un journal, un story Risque Tout, avait été publié. C'était au moment où il y avait les Jeux Olympiques qui avaient lieu en Australie, à Melbourne, en 1956. C'était la fameuse année où Alain Mimoun avait remporté le marathon. Il avait été champion cette année-là à Melbourne. Et c'était un étudiant belge qui s'appelait Benoît Beulen, qui habitait Gand en Belgique, qui avait instauré le plan de lunettes astronomiques. À partir d'un verre d'une loupe de Confil, un verre de vésicles, on pouvait déjà faire une lunette qui grossissait 40-50 fois, qui permettait de voir les cratères de la Lune, de Saturne. Mais c'était une idée sur le journal dont j'ai encore des photocopies. L'original, il est tellement fragile, j'ai toujours, je feuillette actuellement les photocopies.
Et vers l'âge de 15 ans, effectivement, j'ai fait une de ces premières lunettes. C'était en fait une lunette de Kepler. D'accord. Et à l'âge de 16 ans, j'ai acheté une petite longue vue chez Manouran. À 19 ans, j'ai acheté ma première vraie lunette astronomique aussi chez Manouran. Et partout vers le service militaire. Et après le service militaire, j'ai rencontré un ami astronome qui s'appelait Roger Mossé, décédé depuis 20 ans, et qui lui avait taillé des miroirs. Et c'est lui qui m'avait initié à la taille des miroirs. Et alors comment est-ce qu'on prend la décision, plutôt que d'acheter un instrument, de faire son instrument? À l'époque, dans les années 1950-60, une petite lunette astronomique de 50 mm coûtait le salaire d'un ouvrier mensuel, d'un ouvrier même qualifié. D'accord. Donc comme nous n'avions pas un budget volumineux, l'amateur n'avait pratiquement qu'une solution, c'était d'avoir des livres d'initiation et que la Société astronomique de France édité, et essayer de s'initier d'abord à la construction des petites lunettes et plus tard à la taille de miroir, comme vous avez vu là sur ce télescope, d'après le livre intitulé La construction du télescope amateur de Jean-Jacques. D'accord. La première édition a paru en 1951, la deuxième en 1961. Pendant 43 ans, elle n'a plus été rééditée, mais en 2004, elle a revu le jour par les soins de la Société astronomique. Donc, est-ce que vous donneriez encore aujourd'hui le même conseil aux passionnés désargentés de fabriquer eux-mêmes leurs télescopes, comme vous l'avez fait? De nos jours, il existe deux sortes d'astronomie. D'accord. Vous avez l'astronomie des instruments qui sont vendus par la société de consommation, qui sont à des prix comparativement aux années 1960 bien inférieurs, compte tenu du coût, disons, comparé. Un instrument tel que, s'il avait été vendu au prix des années 1960, tel qu'il est là, un Célestron 200 ou 300, il coûterait plus que le prix d'une voiture très confortable. Ça aurait été impensable. Mais la société de consommation a su descendre, baisser le prix, ce qui fait que les amateurs peuvent avoir des instruments déjà de bonne performance à des prix relativement abordables. D'accord. Nous, voilà, pour une génération, comme nous étions habitués à faire un maximum de nous-mêmes, lorsque ces instruments sont venus à un prix abordable, nous avions déjà un âge qui atteignait la trentaine, voire la quarantaine, et je ne voulais plus changer. Vous aviez votre appareil. Il y a, si vous voulez, vous avez deux astronomies. Vous avez l'astronomie artisanale et vous avez la société qui dépend, l'astronomie qui dépend de la société de consommation. Oui. C'est tout à fait deux systèmes différents. Mais vous voyez bien que, prenons l'exemple aujourd'hui à Villers. Nous sommes entourés de télescopes qui effectivement sont les produits de la société de consommation, comme vous dites. Et vous, qui avez installé votre appareil, mais vous voyez que vous volez la vedette à tous les télescopes. Pourquoi? Parce que je suis encore un des rares qui en présente encore un. Mais dans les années 1960, vous en auriez vu, je pense qu'en France, il devait y en avoir au moins 3 ou 4 000. D'accord. Et aujourd'hui, vous pensez que vous les estimez à combien? Aujourd'hui, vous les estimez à combien, les télescopes comme le vôtre, en état de Moi aussi, il fallait compter les heures de travail. Non, mais le nombre qui existe encore en... Je pense que ça se réduit encore à quelques dizaines. À quelques dizaines. Donc vous êtes à quelque part un dernier des Mohicans, une espèce d'astérix du télescope. Ou un des derniers des mammouths, si vous voulez. Mais vous voyez bien l'attrait que votre... L'image n'a rien à envier d'ailleurs à Monsieur Klein. Monsieur Klein, il entend pas. Monsieur Klein. Il a pas. Bon bah. Oui, eh bien, il est lui encore plus comparé parce qu'il a un âge, il est sensiblement un peu plus âgé que moi, apparemment, et lui, il a connu encore tous ces instruments de l'artisanat français, qui ont surtout vu le jour après la Deuxième Guerre mondiale. Et qui, à un moment donné, la société a tellement mis le pas sur le marché, surtout dans les années 1990, que ces instruments ont progressivement disparu. Mais vous voyez quand même que ces instruments-là contiennent peut-être une certaine forme de poésie que n'ont pas les autres instruments, qui explique aussi le succès populaire de votre instrument auprès des visiteurs du jour de la nuit ici à Villers.
Ah oui, d'ailleurs c'est cet instrument, j'ai l'impression, qui est le plus regardé. Absolument, mais de loin. Oui. Mais je vois, vous étiez déjà là au jour de la nuit 2012, Oui. et il y avait un club qui avait amené un télescope de 4 mètres d'eau, donc quelque chose d'impressionnant. Oui, c'était le Dobson de 600 de plus d'astro de Beethoven. Absolument. Et pourtant, vous, avec votre télescope artisanal, Oui. vous leur avez volé la vedette, à quelque part. Dans C'est bonne guerre. dans ce domaine-là, j'ai taillé un télescope comme eux, Oui. de 300. Oui. Parce que après, hélas, mes moyens, j'ai une main handicapée, j'ai eu un accident de travail en temps, et j'ai taillé les miroirs jusqu'à 400 mm. Oui. Des lames de fermeture jusqu'à 430 mm. Oui. Peut-être que ça c'est bon, j'aurais pu théoriquement tailler un miroir jusqu'à 500 mm. Oui. Mais bon, disons que vu les dispositions que j'avais à Russe, vu la conception et puis la place que j'avais encore, la solution de compromis c'était un observatoire sur les montures qui pèsent 1 tonne, et sur la monture il y a 5 télescopes. D'un côté 2 télescopes de 260 et la contrepartie est constituée d'un télescope de 400, et l'abri est constitué tout juste en largeur pour que tous ces télescopes entrent dans l'abri. Donc un télescope de 500 c'était difficilement concevable à cause de certains problèmes de place, pas tellement de problèmes mais surtout le problème de place, vu que l'abri était, j'avais prévu l'abri large, mais pas au point de faire un télescope. D'ailleurs c'était une décision à prendre, ou c'était faire un 3e observatoire, ou modifier complètement la monture que je possédais déjà. J'ai choisi la solution. Depuis l'an dernier, vous avez fait des changements à votre télescope. Oui. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs quels sont les changements que vous avez apportés? Bon, il fallait revoir la base. Oui. Il y avait un problème de géométrie. Oui. Vous aviez par exemple 2 axes, comme j'avais aussi, en fait, j'avais aussi travaillé avec des géomètres, alors j'ai un petit peu eu des notions de base en géométrie. Vous avez par exemple le centre de gravité. Vous avez un axe A, vous avez un axe A', qui est sur la même ligne. Vous avez une perpendiculaire avec un axe B, B', et les perpendiculaires doivent se rejoindre au moment où les tourions sont montés, où on a posé le télescope. Oui. Donc il fallait s'arranger de telle façon à régler les contrepoids. A priori, c'est pas tellement facile à faire. De façon que le centre de gravité coïncide sur les tourions. Et si l'axe est exactement sur les tourions, vous pouvez lever le télescope des 2 doigts. Et le tourner même des 2 doigts. Oui, parce que les masses fallait. Les masses sont également équilibrées sur le sens exact du télescope. Tout à fait. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aux plus jeunes générations? Par exemple, à Jean-Michel, si seulement si on veut se réaliser pour la... Je voulais parler de Jean-Michel, mais il se sauve. Bon, oui. Monsieur-là, il était témoin de l'accident, quand l'appareil, la base a cassé au dos. J'ai pas vu l'accident, mais j'ai vu les dégâts. Il est réparé. J'ai vu l'affaire. Et donc, le problème, ce qui se passe là, le gros problème, c'est surtout les heures de travail. Oui. Mais lorsqu'on a la satisfaction de l'avoir fait, on l'oublie très vite. Et là, j'ai eu l'habitude de faire des recherches à l'ancienne. Je dispose d'une carte très détaillée, même jusqu'à la 7e magnitude, je peux observer des astres avec ce télescope jusqu'à la 12e magnitude, et je dispose d'un cache. J'essaye de garder la mémoire du champ des étoiles pour repérer des objets comme la masse globulaire d'Hercule ou la nébuleuse spirale des champs. Et c'est comme ça que j'initie souvent les jeunes, disons, aussi bien que tous les jeunes ou les personnes âgées. L'avantage de ce système, maintenant ça pourrait paraître un peu dépassé, c'est que c'est une initiation de l'astronomie pédagogique à peu de frais. Tout à fait. Donc vous vous considérez comme un passeur de savoir et de passion. Oui. Disons que je leur dis toujours aux jeunes, si un jour, la loi du temps veut que les effectifs changent, mais gardez encore le souvenir de ce monsieur qui vous présentait les choses d'une façon, disons, tout à fait pédagogique, d'une façon relativement simple. Tout en étant complet et passionné. C'est-à-dire que la formation s'est acquérie avec les années. J'avais 18 ans, j'apprenais à connaître les constellations. Ensuite, j'ai appris à détailler les constellations. Oui. Et à ce moment-là, la recherche, c'est infini. Il y aurait des milliers, j'apprendrai toujours. Les objets, il y aura toujours à découvrir parce que un télescope comme celui-là,
on peut déjà observer une grande partie de l'univers, et même bien au-delà. Je pourrais facilement observer près de 2000 galaxies. Ah, mais c'est... Et donc vous avez dit que vous étiez garde champêtre dans votre vie. 35 ans. Vu que, parce que beaucoup de gens s'imaginent que pour pouvoir construire un télescope, ne serait-ce que pour avoir le savoir pour cela, il faut avoir fait de hautes études scientifiques, bac plus beaucoup. Oui. Bon, voilà ce qui s'est passé chez nous. Oui. De toute façon, nous à l'école, j'étais, pour remonter au contexte de l'école. Oui. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, il y avait peut-être sur 50 élèves, il y avait peut-être un élève ou deux, ou trois peut-être, qui étaient destinés à faire des études. D'accord. Nous, suivant le contexte familial qu'on avait, quels que soient les résultats que j'avais, que je sois sorti premier ou dernier en classe, oui. Nous étions destinés à aller travailler, c'est-à-dire au mieux apprendre un métier. Oui. Et c'est ce qui s'est passé chez moi. Parce que, bon, je suis passé le certificat d'études, après, bon, j'ai été apprenti dans une carrière, bon, j'ai appris à bricoler. Mais au fond, c'était pas vraiment ma place. Parce que j'ai été un petit peu sensibilisé par l'ambiance des ateliers, parce que j'étais apprenti, vous savez, à l'époque, il y avait les ouvriers, il y avait le petit garçon qui était apprenti, et souvent l'apprenti, vous savez, il était un petit peu, à l'époque, il était, comment je pourrais dire, il était un peu considéré comme, un peu, entre guillemets, comme bon à tout faire. Comme le stagiaire aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que des fois, quand vous aviez, par exemple, les responsables qui lui parlaient, qui le redoyaient un petit peu, j'en étais sensibilisé. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne me suis jamais marié. Mais, vous êtes marié avec les étoiles? Oui. Mais disons que j'ai eu quand même une satisfaction parce que finalement, étant garde champêtre, par après, je me suis écarté. Restons dans l'ordre. Donc j'ai quitté la carrière à 17 ans, j'ai travaillé dans le bois, dans les scieries, j'ai fait mon service militaire, j'ai encore travaillé dans le bois pendant 4 ans, puis à l'âge de 25 ans, j'ai eu la chance de rentrer dans la commune. J'ai d'abord été ouvrier d'entretien de la voie publique, ensuite j'étais dans la commission municipale des gardes champêtres. Et ce qui a été bien, c'est que j'étais indépendant, j'avais le maire comme patron, je travaillais avec des géomètres, j'étais dans la nature, j'étais à la mairie, je faisais un travail et je ne voyais pas le temps. Et en même temps, ce qui a été bien, j'allais dans les administrations, j'ai connu beaucoup de personnes, des artisans, je pouvais faire tourner telle ou telle pièce, ou acheter telle ou telle tuyauterie, ou bien des hydrans, comme vous voyez ici, ou d'Amatipono, où j'allais dans les calcaneries. Et c'est ainsi que grâce à des initiations, je suis lancé dans le montage en bricolage. Ben, très bien, Monsieur Hirolt. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et encore beaucoup de succès avec votre formidable engin artisanal. Si je peux, je montrerai non plus ce télescope, mais un Dobson de 300. Que vous avez fabriqué vous-même? Oui. Ah ben, cette année, je voulais presque l'amener cette année, mais comme j'ai fait des modifications. Donc, comme dit, rendez-vous est pris à l'édition 2014 du Jour de la Nuit avec le Dobson fait maison. Avec un Dobson de 300. Là, vous avez un télescope. Alors là, vous allez voir le système comme avait fait l'abbé Dobson. Oui. La montée ne sera plus du tout le même. Oui. Et le pied sera très très bas. Oui. Vous allez voir le miroir, le télescope, la base du télescope sera beaucoup plus basse. Vous verrez, sa conception sera tout à fait différente. Monsieur Robert. J'ai vu l'Arbor que j'ai vu à 2 chevaux. C'est le seul qui existe. Regardez autour de nous, pas d'autre. Mais effectivement, donc nous attendons avec. Il y avait une approche, disons, plus naturelle, plus simple. Mais pas pour autant moins passionné. Oh non, bien sûr, non. Donc c'est et peut-être. Comment dire? Plus naturel dans le sens que on peut regarder le ciel avec ça. Quand on a un ordinateur, on regarde plus le ciel, on regarde l'écran. Certes. Combien vous avez là qui la nuit regarde l'écran, 4 heures sur l'écran. Alors est-ce que vous auriez un dernier message pour les gens qui, utilisant la technologie qui n'existait pas vraiment dans les années 60, qui s'appelle YouTube, qui écouteront votre interview, est-ce que vous auriez un message à leur donner? Récemment, nous avons fait
nos adieux avec un monsieur, il s'appelait monsieur Pierre Bourges, Oui. qui avait passé toute sa vie à faire des instruments Comme celui-là, oui. Il était né en 1921, le 21 juin 1921 à Saint-Aubin-de-Courtrai, dans l'Aune, et il est décédé le même 21 juin 2013, Oui. dans sa ferme natale de Saint-Aubin-de-Courtrai, semble-t-il. Hein. Oui, et Et maintenant, il a été avec nous à l'île de la Réunion pour revoir l'hémisphère austral en 1962. J'étais avec un ami Roger Besset, et à l'époque, nous avions pris des photos au télescope du ciel austral. Et lui était avec nous, il avait déjà réalisé plusieurs expositions. Il avait une référence énorme, il était horloger de profession. Il avait fondé plusieurs associations d'astronomie, dont l'Association française d'astronomie. Il en a créé encore d'autres après. Et il avait créé plusieurs instruments, dont une petite lunette de 52 mm qui était vendue en 2 paquets, dont l'objectif avait été réalisé par un opticien découvert dans les CD, qui s'appelait Georges Manon. Ça s'écrit Manon, mais Manon, on dit Manon, M-A-N-E-N-T. Oui. Et lui, il avait commercialisé ses objectifs de 52 mm en réalisant le reste de l'appareillage numérique. Et j'ai encore un modèle de ce genre à la maison même de l'époque. d'accord, c'est une. Donc, à quelque part, vous lui dédicacez cette interview. Oui, à sa mémoire. À sa mémoire. De Pierre Bourges. D'accord. Je lui dois beaucoup parce qu'elle m'a encore fourni un diaphragmérisme de la dont je n'ai pas parlé ici. Et également, il m'a fourni un objectif de 52 à de barrière. D'accord. Eh bien, merci. Je vous laisse retourner auprès de vos. Je pense aussi à mon ami Roger Besset. Il m'avait appris à tailler les miroirs. Tout à fait. Décédé il y a 22 ans. Donc, à quelque part, vous dédiez cette interview à Ces 2 hommes. à ces hommes qui vous ont transmis une partie de leur savoir et de leur passion. Oui. Et vous souhaitez à votre tour que cette interview nous permette de transmettre la passion des astres et les passions simples aux gens qui pourraient écouter J'ai cela. un grand espoir, parce que le 40 ans que je suis membre de la SAVGA, 48 ans à la Société astronomique de France, je m'occupe des sentiers plaisirs de la vallée de la Bruche pour le groupement touristique. Nous aurons laissé des traces. Je crois quand même que on ne demande pas à se faire perpétrer, mais je crois qu'on parlera encore longtemps de monsieur qui a mené ce genre de soirée. Bien, merci pour cette très belle interview et puis encore bon vent parmi les étoiles. Je souhaite que ce soit envoyé un peu quelque chose. À gagner. Au plaisir. Bonjour. Voilà. Merci. Est-ce qu'on aura peut-être la chance d'avoir un petit peu un trou dans les nuages, mais il est permis. Oui, mais Il est permis de rêver, effectivement. oui, mais la saison est là dans toute sa rigueur.